On va passer au temps des questions. Ouais. Pierre Salamé. Alors déjà, une réflexion de Serge qui revient sur le fait que en fait, l'organisation du contexte, alors dans les grands staffs, préparation olympique, mais c'est souvent à l'entraîneur d'organiser le contexte et d'aligner tout le monde. Donc il revient, c'est pas une question, mais c'est dire que dans les petites structures, c'est alors lui-même est impacté, bien entendu, vous l'avez bien dit, mais c'est aussi lui à organiser le contexte et à aligner toutes les planètes, calmer certains, et puis peut-être organiser, comme vous l'avez dit, une réunion avec le petit staff qu'il y a autour, mais en tout cas, c'est l'entraîneur souvent qui doit prendre en charge cet alignement et faire baisser les tensions. Voilà, donc bonne remarque de Serge. Euh, Merci. Une remarque, non, une question d'Olivier qui dit à la reprise, est-ce que vous avez déjà été confronté à des blocages de l'athlète dans sa réhabilitation? Tu en as parlé un peu, Stéphanie, quand tu parlais, est-ce que je mérite d'aller au jeu, Mm. même si j'ai récupéré enfin, est-ce que vous avez juste une petite réflexion sur ce type de blocage et comment vous y avez fait face? Ah, effectivement, l'accompagnement psychologique, il est aussi important dans ces moments-là. Surtout quand il y a l'idée d'une sélection à quelque niveau que ce soit. Voilà, on est choisi malgré la blessure pour aller sur une course. Bon, bah, faut être capable de l'assumer entre guillemets, être à l'aise avec sa légitimité. Et là, bon, bah, je pense qu'il faut se rapprocher de personnes compétentes pour gérer ça. Le piège, pour l'avoir vécu en tant qu'entraîneur, c'est de croire qu'en tant qu'entraîneur, on peut tout gérer. Et c'est vraiment dans ces moments-là, les moments où il y a une blessure, qu'il ne faut pas hésiter à... Certes, on est au cœur, donc c'est à nous d'organiser, mais il ne faut pas hésiter à solliciter des gens autour pour déléguer certaines choses, se soulager de certaines choses et garder un peu cette position où on garde un peu de hauteur pour voilà, ne pas tomber trop dans l'émotion et après prendre des mauvaises décisions. Je pense que il faut vraiment pas hésiter à déléguer. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Donc, pour cette partie-là, je ferai appel à quelqu'un de compétent sur la partie psychologique pour accompagner l'athlète. Oui, parce que là, bon, tu parles d'une situation où il y a une pression, il y a l'histoire des sélections. Est-ce que, bon, à nouveau, c'est des pressions particulières, il y a une situation assez particulière, mais quand même, ce qui est assez fréquent après une blessure, c'est le fait de ne pas avoir confiance dans son corps et avoir vraiment des craintes pour revenir. Bon, exemple typique en rugby, c'est tellement courant de repartir en se sentant pas solide et en se disant, ben, je vais éviter les chocs, quoi. Enfin, j'ai peur des chocs, je veux pas y aller. Et ça, c'est quand même fréquent. Et effectivement, c'est un problème. Donc, je sais pas qui, entre Simon, oui, qui reprend là-dessus. Si, des exemples de blocage, en tout cas, c'est une espèce de crainte sur est-ce que la blessure va revenir ou est-ce que ça va tenir, donc comment on relance. Et je pense que dans tous les cas, que ce soit à très haut niveau avec les sélections, pas les sélections, les jeux qui arrivent, bon, les jeux c'est toujours particulier, ça se discute toujours parce qu'il n'y en a quand même pas tous les ans, mais je pense quand même que il faut le blocage, il faut être accompagné certainement. Tout à l'heure, je parlais du préparateur mental, nous, dans le staff, qui, tout le long de la rééducation, de la remise en route, est en discussion avec, enfin, normal, quoi, avec le sportif, mais au lieu de parler perf immédiate, on est plutôt sur la perf de la rééducation. C'est une perf que de se remettre en route. Et après, le blocage, c'est ben, on prend le temps. Tant pis si le plan qui est prévu, ben, on doit le repousser. On prend le temps et on laisse on met au moins une ambiance où le sportif on lui dit ben, prends ton temps, ça t'arrive pas à le faire, ben, on fait un peu autre chose, on fait un peu autre chose, et tout doucement on y arrive comme ça. En tout cas, l'idée, c'est sûrement pas de c'est bon, on peut reprendre, ce week-end il y a une compète, tu y vas, quoi. Voilà, une pression de dingue d'entrée. Donc il y a quand même un timing de retour non en dehors du tapis, c'est déjà un entraînement régulier, un entraînement un peu plus intensif. Enfin, il y a quand même des étapes, il faut les anticiper et pas dire de suite c'est bon. Côté médical, c'est réglé. On reprend le tapis pleine balle et c'est parti, quoi. Parce que je pense qu'il faut, là encore, ça doit partir du sportif et de ses sensations et que les blocages, s'il y a des gros blocages, bon, ben, ok, il y a un professionnel. Après, sur le terrain, on se connaît, on discute et tout doucement, on arrive à augmenter ou diminuer, ajuster ou la charge ou l'exercice ou la durée ou l'intensité de manière à ce qu'ils reprennent conscience peut-être autour de la blessure et pas forcément de faire tout ce qui, enfin,
parfois, on peut faire beaucoup de choses sans que la blessure soit hyper sollicitée, si c'est le genou ou autre, et tout doucement revenir un petit peu dans une dynamique de préparation régulière. Et après, finalement, on va dire, j'aime pas le mot optimal, mais je vais le optimal. Voilà. Et justement, on parlait d'étapes dans la reprise. On sait que souvent, il y a un rebond d'émotions négatives au moment du retour vraiment à la compétition. Où là, par exemple, toi, dans un sport de contact, tu vas reprendre les contacts. Donc là, on peut s'attendre à nouveau un peu un manque de confiance. En triathlon, pareil, tu vas devoir frotter un peu à vélo. Donc là, on peut s'attendre à ce rebond un peu d'émotions négatives, de manque de confiance en ses capacités. Et justement, ce facteur-là, il est déterminant dans la capacité de l'athlète à revenir vraiment à son 100%. Et là, par rapport à ça, il y a des outils qui peuvent même être mis en place. On a, par exemple, l'imagerie mentale, le fait de travailler. On a acquis récemment au Krebs un casque de réalité virtuelle qui va permettre de remettre un peu de prise d'information, etc., d'amener l'athlète à se décentrer de sa zone. Souvent, on est surfocalisé sur sa zone blessée. On fait que y penser et du coup, on met pas le même engagement par rapport à tout ce qui peut être environnement autour. Donc ça, c'est des outils qui vont permettre de progressivement à l'athlète de se décentrer de cette zone-là, de s'engager à 100% physiquement parce que souvent, on a un frein. Et du coup, en fait, on va revenir à 97% assez facilement, entre guillemets, mais on va jamais vraiment s'engager pour récupérer les 3% qui manquent. Donc, le fait de travailler avec différents outils en préparation mentale va permettre de se décentrer un petit peu et de gagner progressivement en confiance. Et après, on peut mesurer ça avec d'autres outils pour valider que vraiment on est prêt à reprendre, quoi. Alors justement, Serge, en même temps que tu évoquais la confiance, dit c'est un moment crucial pour un travail, alors soit avec l'entraîneur, soit avec le préparateur mental ou le psychologue, pour réacquérir, on va dire, cette confiance en soi qui des fois était cornée, quoi. Et bon, voilà, il évoquait juste ça. Mais je vais venir sur un sport qui a été évoqué, je crois, mais c'est Sébastien qui approche pour le rugby qui évoque deux champs. Premier champ, on a déjà évoqué, c'est il remarque que dans cette activité, il y a très peu de réunions collégiales que vous avez évoquées pour des raisons X. Voilà, mais bon, on va pas revenir dessus. En revanche, de par cette activité, et on retrouve ça dans les sports collectifs, où il évoque le fait, alors soit parce que le rugby parle de virilité et que le fait de dire qu'on est blessé, eh bien, on devient moins viril, mais aussi il évoque le fait que des fois, il vaut mieux se taire sa blessure pour ne pas ne plus être sur le banc ou ne plus être sur la feuille de match. Et donc, c'est propre quand même au sport co, mais pas que. Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'athlète qui cache sa blessure et bien, on sait très bien l'impact que ça a derrière. Je crois que la question de cacher sa blessure, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans tous les sports, même les sports individuels, même les sports très féminins. On va avoir exactement le même type de comportement. C'est quelque chose qui est très classique. Qui prend la parole là-dessus, Simon? Ouais, je peux. Ouais, là, c'est un aspect qu'on a peut-être moins évoqué. On a évoqué l'aspect social de la blessure. Là, c'est l'aspect, on va dire, les normes, c'est presque culturel. Donc, ça peut dépendre aussi des pays. Mais je rejoins Julie, en sport individuel, il y a par exemple des données sur la gymnastique rythmique dans différents pays. Par exemple. On retrouve cette culture qui glorifie un peu l'athlète qui accepte la douleur, etc. Ou qui va masquer sa douleur. On a aussi des cas d'entraîneurs alors il peut y en avoir, qui favorisent cette culture-là. Tu as mal, mais tu continues. Mais on a beaucoup de cas aussi d'entraîneurs qui aimeraient avoir l'information plus tôt. Par exemple, dans le cas on prend une fracture de stress, ça apparaît d'un coup, mais il y a des étapes avant. Et souvent, l'entraîneur, il découvre ça au moment où c'est trop tard. Et là, c'est l'athlète lui-même ou elle-même en fait, qui a pas voulu parler. Et ça, c'est toute une culture qui va favoriser ça. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de déconstruire. Par exemple, ici au Krebs, on a fait plusieurs interventions avec les jeunes, même les jeunes entrants au Krebs lors de un des premiers jours où ils étaient ici, au mois de septembre, pour essayer de déconstruire un peu ces a priori en disant, voilà, on est là pour votre progression à long terme. On s'en fiche si vous ratez le match de ce week-end en sélection U15. Nous, on veut que vous soyez performants sur le long terme et en bonne santé. Et les deux vont de pair. Donc, c'est voilà, montrer qu'on met en place cette culture et que
voilà, tout le monde doit être aligné avec ça et qu'il n'y a pas d'urgence à gérer ces situations à très court terme, en voyant que le court terme. Mais chez les jeunes, ça reste quelque chose de compliqué parce que finalement, ce qui est valorisé, c'est quand même l'effort. Alors, pas cacher sa douleur, mais aller au-dessus si c'est une douleur simplement de fatigue. Donc, tout ça, c'est quand même dit. Enfin, on s'arrête pas. On n'arrête pas l'entraînement pour rien. Il faut avoir de bonnes raisons. Donc, tout ça, c'est dit. Et pour les jeunes, c'est pas évident de comprendre jusqu'où, en fait. Oui, d'accord, il faut prendre sur soi, faire des efforts, mais non, pas quand on a une douleur qui est dangereuse, est extrêmement dangereuse. Et c'est vraiment ce qu'on voit, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment ce côté, je ne l'ai pas dit parce que je pensais que c'était pas important et que de toute façon, on n'allait pas l'entendre. C'est pour ça que si on avait un premier conseil, c'est dans le doute, dites-le. En fait, on a une étude qui vient de se terminer là avec un des pôles ici au CREP sur l'aspect relation entraîneur-entraîné, capacité à prélever des signaux. Il y a souvent des signaux d'alerte. Donc, c'est une éducation à avoir, de ne pas attendre d'être blessé 3 fois, d'avoir raté 3 échéances importantes pour après, parce que c'est souvent le scénario qu'on retrouve, apprendre et de ses erreurs. Mais dès les plus jeunes, on a essayé là de mettre une petite étude en place pour se dire que voilà, chacun a un peu ses signaux d'alerte. Quand je suis fatigué, quand je suis moins disponible à m'entraîner, voilà, pour même éviter la blessure. Ces signaux-là, il faut individuellement apprendre à les détecter et puis à les partager. En tant qu'entraîneur, créer des espaces de communication en début de séance, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites gênes, comment ça va aujourd'hui, regarder comment les attitudes des uns et des autres. Et voilà, c'est pas parce que tu vas me dire que tu as une petite gêne aujourd'hui, un petit doute, qu'on va pas faire la séance. Ça, c'est ce qu'ont peur les athlètes, c'est de rater la séance, en fait. Donc, de montrer que, OK, je prends l'information, on verra comment ça évolue, mais déjà de le dire, c'est une très grosse étape de fait. Et après, on va pouvoir ajuster ensemble. Et ça se voit pas que chez les jeunes, hein. Chez les athlètes de très haut niveau, c'est un peu pareil. Et moi, dernièrement, j'ai un peu interpellé les kinés, les thérapeutes, qui sont en première ligne et qui sont souvent les premiers au courant. Et souvent, ils sont même au courant avant les entraîneurs. Donc, il y a quand même, enfin, il y a le secret médical, certes, mais c'est vrai que là, il y a une vraie question à se poser sur quel est leur rôle au moment des soins avec les athlètes quand ils leur parlent d'une gêne. Alors, comme je leur disais, souvent, quand ils vous parlent d'une gêne, c'est déjà plus une gêne. Parce que quand il y a une gêne, ils vous en parlent pas. Voilà. Et l'athlète va toujours avoir tendance à minimiser parce qu'il n'a pas envie de s'arrêter, parce que malgré tout, comme il s'entraîne régulièrement, des douleurs, on en a, voilà, ils en ont tous les jours. Donc voilà, à partir de quel moment la douleur doit devenir inquiétante, ils n'ont pas tous les bons repères. Et du coup, ça, voilà, comme je leur ai dit, vous avez quand même un rôle à jouer quand vous voyez un athlète 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'il vous parle de sa gêne qui est toujours là. Bon, là, il est blessé. Et donc, après, il faut faire le relais au médecin si vous voulez pas faire le relais à l'entraîneur. Mais dites-vous que souvent, l'entraîneur n'est pas au courant. Donc, en fait, l'entraîneur, lui, il entraîne l'athlète comme si tout allait bien. Et voilà, c'est après, on arrive vite à la situation où il y a une blessure avérée et là, c'est arrêt. Donc, c'est un peu, pour moi, en ce moment, en tant que directrice de performance, c'est un vrai dilemme. Enfin, c'est un sujet, en tout cas. Louis, tu rebondis sur... Bon. Pardon, Ça a été bien brossé. C'est bon, pendant que tu évoquais cette problématique, Serge l'a posait aussi. Et je rejoins aussi la fin de l'intervention de Sébastien qui disait, alors lui, c'était pendant les formations DE, des GEPS, abordée, et elle est très peu abordée, cette problématique de l'entraîneur. Voilà. Et donc Serge mettait lui plutôt l'accent sur le fait dès que le jeune sportif s'engage vers une voie d'entraînement régulier, etc., évoquer, avant même que la blessure se passe, cette problématique de la blessure, problématique soit de la blessure accident dont tu parlais, mais aussi la blessure qui s'installe, etc. Et peut-être c'est nécessaire, et je pense que vous êtes d'accord avec ceci, d'évoquer ce problème dès le plus jeune âge, on va dire. Est-ce que vous avez des expériences?
Non, je reviens à ce qui était dit juste avant. En fait, je crois que soit les jeunes ou les moins jeunes, on va dire, ou les élites ou les confirmés, c'est d'abord une culture de l'entraînement enfin, auquel il faut les éduquer, les amener et maintenir après le plus longtemps possible. C'est quand même à l'entraîneur enfin, le goût de l'effort, c'est pas le goût de l'effort, c'est l'obligation d'aller au-delà d'une certaine limite dans l'effort qui fait aussi que la perf elle peut toujours émerger, mais c'est pas en devenir fou, quoi. Il faut être capable de dépasser ces limites-là sans se mettre en danger. Donc, quand il y a une blessure, il y a un coup. Enfin, les sports de combat, par exemple, on parlait du rugby, les sports de contact, mais pas que. Mais en tout cas, nous, il y a quand même régulièrement, il n'y a pas un entraînement où il n'y a pas un petit coup qui arrête un petit peu, mais on continue. On sait très bien que c'est pas grave, en fait. Et au fil du temps, on s'endurcit sur ces petits aspects-là. Mais après, une blessure, si elle y est, et qu'on compte une réelle blessure entre le coup et une réelle blessure, bon, ben on dit stop de suite, souffle un peu, dis-moi si ça va, mets-toi sur le côté, et on discute avec ça. Mais en tout cas, je pense le plus important, parce qu'on est souvent en élite, mais entraîneur et sélectionneur, et la sélection ou la perte de la sélection, ça, l'athlète, enfin, lui, il est capable d'aller dans des délires pour tout cacher et rien montrer. Et puis finalement, peut-être faire péter la blessure plus fort que prévu. Il n'ira pas de toute façon à l'événement. Donc la culture, à mon avis, dans la formation avec les jeunes et le maintenir après avec les élites, c'est de dire aux sportifs, la blessure, de toute façon, elle va y être sûrement sur le chemin. C'est très rare que ça n'arrive pas. Elle est plus ou moins grande, mais dans tous les cas, si elle est cachée, elle deviendra de plus en plus grande. Et au moment où il faudrait être très bon, ben, elle va certainement anéantir les chances de sélection et même de participation au championnat, quoi. Donc, les éduquer ou les former, et ça, c'est un climat de confiance, je reviens à ça aussi, avec le staff médical aussi. Si le staff médical, alors c'est vrai, le secret professionnel, il y est, mais quand on discute un petit peu et qu'on donne quelques alertes ou qu'on croise régulièrement, on dit bah, on ne la sent pas bien l'entraînement en ce moment. Est-ce que ça va sur les soins? Oui, rien, pas de. Et avec la tête également, quoi. Voilà, donc, en tout cas, que la tête n'ait pas peur de dire je suis un peu blessé, je suis un peu diminué, ou de Fatigué. blessure, ou fatigué ou autre, et qu'on se dise pas de souci, on va aménager, la ligne, on la change, c'est que prévisionnel. Tu fais 2, 3 entraînements de moins, ou tu vas faire des soins. Et derrière, on reprend le plan de route dans les meilleures conditions ou les meilleures conditions possibles. Mais en tout cas, qu'il n'ait pas peur de dire qu'il a mal ou qu'il est blessé ou autre. Ça, c'est encore une fois, c'est de la relation et de la relation de confiance, quoi. Voilà. Et ouais, ça s'apprend en fait. C'est une compétence. Oui, En fait, ce qu'on observe souvent, c'est que c'est très facile de faire le warrior à rien écouter et foncer tête baissée. Mais c'est une force en fait de reconnaître ces petits moments où on est un peu moins bien et d'oser le dire et de s'ajuster parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour le long terme. Et ça s'apprend. Pour revenir sur ce que tu disais, Pierre, on a mis en place ces petits temps ici au Krebs. On avait fait une intervention, on avait appelé ça les piliers de la performance. On évoquait le sommeil, la nutrition, dimension mentale et prévention des blessures. Et on avait mis une question volontairement provocatrice au tout jeune du Krebs. C'était si je sens une petite gêne, quelle est ma première réaction? Et on avait mis des questions. C'est normal d'avoir mal, c'est ça d'être sportif de haut niveau. J'en parle que quand ça devient vraiment grave, etc. Et le message, c'était bah non, on en parle tout de suite. On essaye d'en parler le plus vite possible, on rentre dans une discussion et on verra après ensemble avec l'entraîneur. C'est un process commun. C'est pour ça que le message aussi à retenir, c'est que ça s'anticipe. Et dans la relation entraîneur-athlète, on a travaillé dessus cette année, est-ce qu'on est bien aligné sur les mêmes objectifs à court terme, à plus long terme? Souvent, les athlètes, ils sont de passage. Par exemple, dans un Krebs, on sait qu'on va les avoir peut-être 2, 3 ans dans un pôle espoir, ils vont partir à Pôle France ou autre. On est à un moment donné, en tant qu'entraîneur, un interlocuteur dans la progression de ce jeune, mais on doit être dans la même vision. Donc, si on est bien raccord, en fait, on devrait, dans un monde idéal, on ne devrait pas avoir le cas où l'athlète cache son problème, parce que c'est aussi le problème de l'entraîneur. Donc, si je masque mon problème, c'est que à un moment donné, je me dis pas si je partage cette info, on va en discuter et ça va bien se passer. Donc, c'est qu'il y a déjà peut-être une déconnexion. Donc, comment dans ce travail de la relation en amont, on peut créer ce climat favorable. Et après, quand il y a la situation qui se présente, ben, on va éviter ces moments où on perd des semaines et où la blessure souvent elle va s'installer. Et après, le problème, c'est qu'elle est irréversible souvent, ou en tout cas plus dur de revenir à son meilleur niveau de santé et de performance. Donc, comment anticiper tout ça pour qu'on perde le moins de temps possible en fait.
Et ça suppose Ça s'apprend. de développer les compétences à la fois chez les sportifs et chez les entraîneurs. Et le fait d'introduire les soft skills en général et la question de la blessure dans la formation initiale, effectivement, c'est important. Il y avait d'autres questions. C'était Sébastien du rugby qui évoque des statistiques pour bien montrer que il y a des sports qui sont quand même plus ou moins exposés, notamment au choc, comme tu disais, en taekwondo ou en karaté. Mais là, en rugby, il dit qu'un joueur professionnel subit en moyenne 2 à 3 blessures par saison, nécessitant un arrêt. Sur une carrière de 10 ans, un joueur passe en moyenne 15 à 20% de son temps blessé, soit 2 ans cumulés. Donc, pour bien montrer que, dans certains sports, la blessure fait partie du quotidien. Alors, soit pendant le match, les coups, mais la blessure plus grave, puisque là, on voit que. Alors, c'est vrai qu'il y en a des activités qui sont moins touchées, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a dans tous les sports. Il y a ces blessures plus ou moins récidivantes. Il y avait d'autres questions? Non, pas pour l'instant. C'est bon, ok. Moi, j'en avais une parce c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais qui est quand même important. On a parlé de qu'est-ce qu'on faisait une fois que l'athlète est blessé. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il le soit? Donc, on était déjà là-dedans, mais on peut peut-être aller un peu plus largement là-dessus. Donc, sur le côté prévention des blessures, donc Simon, déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Puis vous rebondirez par rapport à ce que vous faites, vous. Oui. Comme on sait que les blessures sont multifactorielles, il y a plusieurs causes physiques, techniques, psychologiques. Par définition, la prévention, elle aussi, doit être multifactorielle et intégrer différents domaines et donc potentiellement différents acteurs ou actrices. Donc évidemment, sur le plan physique, la gestion de la charge d'entraînement, la technique. On prend le cas ici, il y avait une étude aussi en cours avec un no-kiné sur la technique de réception sur les sauts chez les volleyeurs, par exemple, où ils répètent un certain nombre de sauts suite au service, au contre, etc. Et ceux qui ont du mal à amortir leur saut correctement, fois le nombre de sauts qu'ils font dans la semaine, ça crée des tendinopathies au niveau du genou, etc. Donc, ça, évidemment, c'est des facteurs physiques, techniques à contrôler. Et après, il y a les facteurs psychologiques. Et là, on sait qu'un des facteurs que vous avez bien évoqué, c'est le stress en amont de la blessure. Donc, il y a le stress physique quand même lié à la charge d'entraînement qui se cumule avec le stress psychologique lié à l'entraînement parce que pression de la sélection qui arrive, pression des échéances et aussi tout ce qui est extra-sportif. Double projet, j'ai mes études à côté, là on est à la période du bac, je vais déménager, je vais quitter mon foyer familial, etc. Tout ça, c'est autant de facteurs de stress et le corps, lui, va intégrer tout ça, il va pas se dire « Ah ok, là c'est le stress de ça, de ça ». Tout va être intégré à un moment donné, il va créer une situation un peu de surcharge qui peut amener après à la blessure, qu'elle soit traumatique, parce que là on a des mécanismes comme les déficits d'attention. Si je suis très stressé, je vais avoir un peu la tête ailleurs et je vais être moins réactif et une situation que d'habitude je vais bien gérer, je vais la rattraper, là hop, j'ai une entorse ou des blessures qui apparaissent progressivement parce que accumulation de stress. Donc il y a ce facteur-là sur lequel on va pouvoir agir. Donc au niveau de l'individu, de l'athlète, donc c'est de mettre en place des moments de coupure, des techniques de gestion du stress. Et il y en a plein qui existent, chacun doit trouver la sienne. Et après, il y a le rôle de l'entraîneur, encore une fois. C'est déjà dans la communication, déjà d'avoir l'information. Dans quelle phase est mon athlète? Est-ce que c'est une phase très stressante sur le plan extrasportif, sans rentrer dans la vie privée de chacun, parce que c'est aussi dur de trouver la frontière, mais est-ce que là, je suis plus ou moins disponible à m'entraîner par rapport à ce qui se passe dans ma vie à côté, les relations, etc. Donc déjà d'avoir cette information et après faire preuve de flexibilité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'info que là, mon athlète, il rentre dans une phase, il prépare le bac, c'est peut-être pas là où je vais mettre la séance clé la plus dure de l'année. Peut-être qu'il faut être capable d'ajuster, de la décaler un petit peu, voilà, de faire preuve de flexibilité dans la planification, la charge d'entraînement pour éviter un maximum de blessures. C'est un sujet important parce que par rapport au stress, on est sensible finalement uniquement au stress aigu. Quand même, on a plutôt cette posture, on est habitué, on est dans des métiers où il y a du stress tout le temps. Bon, voilà, on a une tolérance comme ça à ces niveaux de stress. Donc, à part quand c'est très aigu, on n'est pas très réactif sur ce sujet-là. Alors que c'est un état de fond pour les blessures qui est très important.
Alors, il y a une question qui Juste, rebondit. qui répond à vos questions. Donc, c'est Serge en athlétisme qui dit, puisque là on est sur la prévention, il dit lui, il utilise à travers des outils comme le tableau de bord qui permet, alors c'est sur le ressenti post-séance, est-ce que vous utilisez ce type d'informations dans vos activités? Moi, je suis pas trop document de suivi parce que c'est toujours assez compliqué. C'est sur le ressenti, c'est subjectif. Ils disent oui, ils disent non. On est un peu comme à la blessure, je dis ou je dis pas quoi. Donc, c'est plutôt sur. Encore une fois, j'essaie d'être plus dans la relation de confiance et de dire et surtout ce que nous on ressent en tant qu'entraîneur aussi à l'extérieur, parce qu'on connaît aussi les athlètes. On est quand même très souvent avec eux, bon, au quotidien, 2 fois par jour. Donc, j'utilise pas trop ces outils-là. Ils y sont, mais bon. Moi, j'y trouve pas trop d'intérêt. Ils ont sûrement un intérêt, mais moi, j'y trouve pas pour l'instant, en tout cas. Et je reviens plutôt sur comment on pourrait éviter, c'est la question, je crois. Bon, le truc très basique, je sais pas, c'est tellement évident qu'il vaut peut-être mieux aussi le redire. Hein. Les évidences, c'est toujours bon à dire. C'est la planification de la charge, de la progressivité, en tout cas de la charge de l'entraînement dans l'année. Et dans cette progressivité, alors il y a les calendriers internationaux qui sont un peu fous parfois, mais on n'est pas obligé d'être fou avec eux non plus, des fois. Et donc, enfin souvent même peut-être, et donc du coup la progressivité de la charge d'entraînement, que ce soit dans la reprise d'une saison, que ce soit dans la reprise après blessure, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, d'y aller progressivement et d'être attentif à ça, et que ce plan-là n'est que prévisionnel, et j'accorde beaucoup de place à la flexibilité évidemment, parce qu'on entend trop le plan de route, il est sur le tableau Excel, on le tient, et on le tient quoi. Voilà, on le tient. Et on ne prend pas en compte, c'est-à-dire que si moi je suis capable de voir à un an, sur un plan prévisionnel, oui, sur un plan qui va se dérouler à la lettre, non. Et il y a trop souvent de ça aussi autour de nous. Je pense que la progressivité de l'entraînement, et c'est le rôle de l'entraîneur ou du staff, dire bon, on va y aller tranquillement, les étapes, la priorité c'est ici, c'est pas être bon partout. D'en parler avec les sportifs également, qu'ils partagent bien où ils vont, la direction, la vision en fait, de là où on va et comment on y va. Et après, évidemment, très basique aussi, mais on parle souvent de la récupération. Moi, j'ai toujours appris dans les formations, la récupération fait partie de l'entraînement. On la voit pas beaucoup, quoi. La récupération et la régénération. On est plutôt dans, putain, on n'a pas été bon, on va charger encore plus. On met l'entraînement de plus ou on rajoute, etc., etc. Donc, être extrêmement vigilant sur déjà nous, ce qu'on met en place, les entraîneurs. On est responsable quand même du plan. Après, le faire partager ou le partager avec les sportifs et le combiner tous les deux, enfin les deux parties. Et après, évidemment, être très à l'écoute, dire bah, si cette semaine, tu as besoin de off total, bah, tu es off total, c'est pas un problème. Ou alors on diminue, on fait des entraînements de 30 minutes au lieu de 2 heures, etc. etc. Donc l'adaptation au fil du temps, c'est la flexibilité aussi qui doit exister et dominer même. Hein. Pour finir, Stéphanie, qu'est-ce que sur ce sujet? Oui, moi je rejoins tout ce qui a été dit. J'ajouterais aussi que le respect des intensités aussi à l'entraînement, c'est quelque chose voilà, qui peut. Les jeunes, ils ont toujours l'impression qu'ils doivent faire une démonstration à l'entraînement et puis ils en mettent trop. Donc, il faut que l'entraîneur soit vigilant à ça. Et puis, à l'échelle d'un calendrier, effectivement, l'entraîneur il doit être vigilant aux périodes d'examen, voilà, au cumul des stress. Je pense que ça, c'est aussi très important. Quand il y a des voyages pour aller sur des compétitions, même si c'est en voiture, hein, des fois, rien qu'en France, 8 heures de voiture, 16 heures de voiture aller-retour dans le week-end pour aller faire une compétition, c'est pas anodin. Donc ça aussi, mesurer l'impact que ça a sur l'athlète et puis lui faire comprendre parce que lui, il sait pas. Et enfin, l'autre aspect que je voulais évoquer, c'était donc il y avait la nutrition et le sommeil. Voilà, tout ce qui permet d'optimiser la récupération. Il y a souvent des cours à réviser, des choses à faire après les entraînements. Bon, bah, ne pas hésiter à être un petit peu prescripteur de l'organisation du temps de l'athlète pour éviter qu'il y ait des petites dérives à ce niveau-là qui, à l'échelle d'une, c'est pas grand-chose, mais cumulé à l'échelle d'une saison, ça peut faire mal. Quoi. Oui, absolument. Merci beaucoup. Voilà. On mettra quelques documents de la MRP, entre autres, sur ces questions-là, puisqu'il y avait eu pas mal de choses plutôt sur la prévention ou sur la prise en charge. Merci beaucoup pour votre participation. Et on se retrouve, je ne sais pas, en septembre peut-être, pour de nouveaux focus. Questionnaire de satisfaction. Ah oui, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît.